La bataille de Monte Cassino est l'une des plus mythiques de la Seconde Guerre mondiale, car son monastère, qui était très connu, fut bombardé. Mais était-ce vraiment la meilleure stratégie? Vous saurez dans cette vidéo ce qui s'est vraiment passé. « 10 juillet 1943. Les troupes alliées débarquent sur la péninsule italienne. Très vite, les hommes du général britannique Alexander butent sur la ligne stratégique défensive allemande. Les troupes du général Kesselring imposent une guerre d'usure, en tenant solidement les positions de la ligne Gustave, qui s'étend sur les hauteurs des Abruzzes, de Gaète à l'ouest à l'embouchure du Sangro, sur l'Adriatique. Les Allemands utilisent astucieusement le relief, qui réduira la supériorité matérielle des Alliés, en les contraignant à des assauts répétés et fatigants, ce qui nuira fortement au moral des fantassins alliés. Le théâtre d'opérations italien, considéré comme secondaire par rapport aux opérations prévues dans le nord-ouest de l'Europe, est au point mort. Le commandement allié cherche dès lors par tous les moyens à rompre l'inertie jugée scandaleuse par Winston Churchill. Le Premier ministre britannique, fervent défenseur de la stratégie méditerranéenne, parvient à imposer aux Américains, qui sont réticents à un débarquement à proximité de Rome destiné à prendre à revers et à isoler les Allemands. Les planificateurs de ce projet espèrent ainsi contraindre la Wehrmacht à disperser ses efforts, en affaiblissant ses positions sur la ligne Gustave et également opérer une percée vers la capitale italienne. Le 2 janvier 1944 est décidée l'opération Shingle, qui a été préparée de toute urgence avec les moyens limités, car la priorité absolue est l'opération Overlord, un débarquement prévu sur les côtes nord-ouest de la France. Le 17 janvier, une première offensive est lancée sur la ligne Gustave, dans le secteur de Monte Cassino. Malgré les efforts du corps expéditionnaire français sur le Belvédère, le 10e corps britannique ne parvient pas à établir une étroite tête de pont sur le Garigliano. Le 21 janvier, le 2e corps américain, commandé par le général Clark, tente de forcer le passage du Rapido à San Angelo et essuie de nombreuses pertes. Le 22 janvier 1944, le débarquement à Anzio et Nettuno débute. Les Alliés parviennent à prendre une tête de pont, mais ils restent sous la menace constante de contre-attaques allemandes. Début février 1944, la situation semble plus sombre, encore plus qu'elle ne l'était 15 jours auparavant. La première bataille de Monte Cassino s'est soldée par un échec, et le débarquement à Anzio n'a pas permis de réaliser la percée que les Alliés souhaitaient tant. Ultra, qui est le système de déchiffrage des communications allemandes, alerte les Alliés qui redoutent désormais une contre-offensive massive susceptible de les rejeter à la mer, et dont les conséquences militaires seraient catastrophiques. De ce fait, les Alliés doivent impérativement percer la ligne Gustave afin de desserrer l'étau sur la tête de pont pour éviter l'enlisement des troupes en Italie. La lourde charge de débloquer la situation est confiée au général néo-zélandais Freyberg, figure célèbre durant la Grande Guerre et vétéran des combats de Crète et d'Afrique du Nord. Le 6 février 1944, il est transféré du front. Son corps d'armée, composé de la 78e division britannique, de la 4e division indienne et de la 2e division néo-zélandaise, relève le 2e corps américain, qui a été décimé sur le Sangro. Son plan reprend celui du général américain qui a échoué. En effet, ce dernier essuiera des reproches concernant son imagination. Attaquer la ligne Gustave en son point le plus fort, qui est le monastère de Monte Cassino, et qui se situe à 500 mètres d'altitude
et qui de surcroît domine la ville de Cassino. La rivière Rapido et l'ensemble de la vallée du Liri qui mène à Rome semblaient un pari risqué. La confection du plan était faite ainsi. La 4e division indienne devait attaquer frontalement les hauteurs de Monte Cassino pour s'emparer de l'abbaye et ainsi pénétrer dans la vallée du Liri. La division néo-zélandaise avait quant à elle pour mission d'établir une tête de pont sur le Rapido au nord de San Angelo et ainsi prendre possession de la ville de Cassino, puis d'ouvrir la route sur la vallée du Liri pour la 1re division blindée américaine qui, elle, avait pour mission d'établir le contact avec la tête de pont d'Anzio. Le général Francis Tucker, chef de la 4e division indienne, ne se réjouit pas d'une attaque frontale contre le monastère et redoute un sacrifice inutile de ses hommes. Il préfère une attaque indirecte en faisant une manœuvre plus large dans les montagnes environnantes. Le 11 février 1944, le général Tucker, qui fait face à l'intransigeance du général Freyberg, réclame un pilonnage massif sur les hauteurs de Monte Cassino par l'artillerie et l'aviation, ce qui est indispensable pour l'engagement de ses hommes. Le général Tucker notera: attaquer les défenses du monastère sans les avoir convenablement traitées reviendrait à se précipiter tête baissée contre la portion la plus dure de l'ensemble des positions ennemies. Freyberg est réticent à l'idée de bombarder l'édifice, mais il fait malgré tout une demande auprès du commandement en chef allié en Méditerranée. La destruction du monastère bénédictin constitue une entorse fondamentale à la préservation du patrimoine architectural, artistique et culturel revendiqué par les Alliés. À l'automne 1943, le monastère figure sur la liste des bâtiments qui ne peuvent être utilisés à des fins militaires. Il peut y avoir une autorisation spéciale du commandement en chef, à condition que le commandement d'unité prenne la responsabilité et assure le devoir d'empêcher le pillage, les dommages inconsidérés et les sacrilèges. Le 29 décembre 1943, le général Eisenhower, commandant en chef du théâtre des opérations méditerranéen, rappelle que les monuments historiques ne doivent être détruits qu'en cas d'absolue nécessité. La requête de Freyberg, qui est de bombarder le monastère, suscite de vives discussions au sein du commandement allié. Le 7 décembre 1943, un télégramme venant du Vatican assure que les Allemands ne devaient pas occuper le monastère. Cependant, les rumeurs relayées par la presse confirment la présence allemande au sein du monastère et plaident dès lors en faveur d'un bombardement afin de faciliter l'attaque des fantassins. De nombreux hommes du rang sont convaincus que les troupes allemandes occupent la forteresse. Le sergent Evans, du 2e régiment des London Irish, témoignera: on devait absolument le bombarder. Il y avait quelque chose de diabolique. J'ignore comment un monastère peut être diabolique, mais c'était ainsi qu'il nous apparaissait. Si vous voulez, sa masse, sinistre et blanche sous le soleil, semblait prête à nous écraser. Sur nous, soldats, elle produisait une terrible impression. Tandis que d'autres, au sein des troupes alliées, doutent sérieusement de la pertinence stratégique et politique de cette opération. Les généraux Clark, Keyes et Juin jugent ce bombardement inutile, voire complètement néfaste pour la suite des opérations, car les Allemands pourraient intensifier leur défense à travers les ruines. Le 12 février 1944, le général Harold Alexander est d'accord avec Freyberg. Le général Clark, qui était en désaccord, ne le contredit pas. Le 14 février, le général Aker, chef de l'aviation en Méditerranée, survole le monastère et confirme avoir aperçu un poste radio des soldats allemands sur ses abords, faisant ainsi pencher la balance vers le bombardement du monastère. La nécessité d'obtenir des résultats rapides sur le théâtre italien était un objectif majeur pour les Alliés, afin d'éviter de nouveaux échecs qui sont devenus répétitifs depuis le début de cette campagne en Italie. Les généraux Clark et Alexander ne souhaitent pas assumer l'échec de Freyberg, ni son coût humain en cas d'absence de bombardement. Le 14 février 1944,
des tracts sont largués au-dessus du monastère, invitant les moines et les civils à évacuer le bâtiment. Le lendemain, le 15 février, les bombardiers moyens et lourds déversent 600 tonnes de bombes sur l'abbaye, qu'ils réduisent en un amas de gravats. « 230 civils qui étaient réfugiés à l'intérieur du bâtiment périssent. Le bombardement ne produira pas les effets escomptés. Faute de précision et par mauvais temps, les frappes aériennes atteignent accidentellement les positions des Alliés, les obligeant ainsi à se replier. La Wehrmacht utilise l'abbaye démolie comme un point d'appui dominant, précieux dans leur ligne de défense. Les Allemands, disposant d'un poste d'observation situé légèrement en contrebas du monastère, purent occuper tranquillement l'abbaye. De nombreux bombardements se font entendre les jours suivants. Les offensives du général Freyberg, quant à elles, se sont soldées par des échecs. À 3 reprises, la 4e division indienne a été brisée sur les pentes du mont Cassin. La 2e division néo-zélandaise, quant à elle, ne parvient pas à s'emparer de la gare de Cassino. L'échec de cette dernière fragilise la position française et inflige des pertes qui ne sont pas conséquentes. Dès le 18 février, la manœuvre étant vouée à l'échec, on voit le retour à l'immobilisme. Le 15 mars 1944 débute un nouvel assaut frontal de Monte Cassino. Cette fois, c'est la ville de Cassino qui est ensevelie sous les bombes. Ce fut le bombardement le plus massif de la guerre de Méditerranée. Suite à la violence de ce bombardement, les bombes ont détruit des abris et des positions défensives allemandes. Mais les décombres empêchent la circulation des blindés, qui doivent s'arrêter aux portes de la ville de Cassino, laquelle devient le théâtre de combats urbains acharnés. Au soir du 15 mars, la division néo-zélandaise a réussi à s'emparer des 2/3 de la ville, mais les Allemands, agissant méthodiquement, réussissent à la repousser. Une autre compagnie de Gurkha parvient à prendre la colline du Bourreau, qui se situe juste en dessous du monastère, mais elle est isolée et doit également reculer. Au terme de ces longs mois de combat, durant lesquels les Alliés se sont efforcés de briser les défenses allemandes et de s'emparer de Monte Cassino, le bilan humain est lourd. Le 15e groupe d'armée déplore plus de 55 000 pertes. Le 11 mai 1944, inspiré d'un plan français, les troupes alliées brisent la ligne Gustave. Le 18 mai, les troupes polonaises s'emparent de Monte Cassino, tandis que le corps expéditionnaire français avance rapidement au travers des montagnes Orunchi et ouvre la route de Rome. Le 4 juin 1944, les Alliés entrent dans Rome. Cette erreur stratégique a de graves conséquences politiques. Les nazis utiliseront la destruction du monastère comme propagande. Celle-ci se moquera de la lenteur des Alliés et de leur impuissance face à la résistance allemande. Le 18 avril 1944, le général von Wittinghoff dit « C'est nous, contre toute vraisemblance, qui avons voué à l'échec les plans de l'ennemi d'une occupation rapide du territoire italien, accompagnée d'une poussée décisive sur les flancs étendus de la citadelle d'Europe. Nous sommes demeurés les maîtres du territoire et avons réduit l'ennemi à une offensive d'escargot. » L'image de l'offensive avançant à un rythme d'escargot en Italie est d'ailleurs reprise et déclinée sur les affiches placardées en Italie et dans Paris occupé. La propagande allemande s'efforce d'attiser la mauvaise entente au sein des troupes alliées, en insinuant que les Néo-Zélandais et les Indiens servaient de chair à canon pour les impérialistes britanniques. Dès le lendemain du bombardement, les services de Goebbels saisissent l'occasion de faire bon usage de la destruction du monastère en faveur de leur prétention à incarner la défense de la citadelle d'Europe et de sa culture, qui serait menacée par le militarisme allié. Le 16 février 1944, les reporters de la Wehrmacht multiplient nombre de clichés émouvants de civils et de moines fuyant l'abbaye détruite.
tandis que le haut commandement allemand contraint Monseigneur Diamart, abbé de Monte Cassino, à participer à une interview radiophonique orchestrée par Goebbels. En introduction de celle-ci, un lieutenant dénonce un acte de force insensé de la part de l'aviation anglo-américaine qui a dérobé à l'humanité civilisée l'un de ses précieux monuments culturels. Monseigneur Diamart affirme quant à lui que jamais les Allemands n'ont utilisé le monastère à des fins stratégiques et les remercie pour leur effort de protection. Le 2 mars 1944, le ministère de la propagande allemand invite toutes les agences de presse à dénoncer, je cite, « le caractère terrifiant des attaques aériennes alliées en raison de leur propension à détruire des biens civils et les biens culturels. » Des brochures, nombreuses, blâmeront avec des images la destruction du célèbre monastère, tandis que les services de Goebbels feront une très grande publicité au sauvetage des œuvres d'art par la division Hermann Göring, jusqu'à leur transfert au Vatican. Les Alliés auront énormément de difficultés à contrer la propagande allemande, qui s'avère efficace. Le 16 février 1944, le président américain Franklin Roosevelt rappelle les directives alliées concernant la préservation des monuments historiques et fait également remarquer sa profonde réticence quant au bombardement. Le 9 mars 1944, Henry Maitland Wilson, quant à lui, qualifiera le bombardement d'indispensable sur l'une des principales positions défensives des Allemands. Le 20 mai 1944, un expert américain relaye au New York Times que la reconstruction du monastère est tout à fait possible, mais celle-ci n'éteindra pas la polémique. Pour se défendre, les Alliés dénonceront les pratiques des Allemands sur les monuments dans les territoires occupés et dénoncent le fait que le 1er août 1944, la bibliothèque fut incendiée et qu'une statue de l'abbaye de Monte Cassino fut pillée, au bénéfice personnel de Göring. Mais ces faits n'inversent pas la tendance. Après la guerre, les généraux allemands continueront d'affirmer n'avoir jamais utilisé le monastère à des fins stratégiques et dénonceront l'erreur commise par les Alliés. Le général Friedrich von Senger affirmera « Personne ne prendrait d'un cœur léger la responsabilité pour un avantage tactique, de voir détruire un tel monument de civilisation. » La propagande nazie n'hésite pas à inclure l'abbaye de Monte Cassino au cœur de son dispositif défensif. En effet, les généraux de la Wehrmacht savaient que les monuments historiques seraient exposés à la destruction. En réalité, ils tendaient un piège aux Alliés. La décision de bombarder le monastère de Monte Cassino est dénoncée comme une erreur tragique. Ce bombardement a été stratégiquement inutile. La destruction de ce monument provoquant plus de pertes humaines qu'elle n'en a préservé, il devient un symbole de l'impuissance alliée dans la péninsule. Cette décision s'est révélée catastrophique au niveau politique, car la propagande nazie n'a pas hésité à montrer la résistance allemande qui pour elle fut héroïque, et à dénoncer un sacrilège religieux et culturel de la part des Anglo-Américains. Même après la guerre, la polémique ne s'éteint pas. Les Alliés essayent de documenter minutieusement le pillage organisé des œuvres d'art par Hermann Göring et offrent aide matérielle et financière pour la reconstruction du monastère. En 1949, le ministère de la Guerre britannique ouvre une enquête et confirme par la suite qu'il y a eu une erreur de jugement en reconnaissant l'absence de preuves d'une quelconque occupation allemande permettant de justifier ces raids. En octobre 1964, lors de la consécration de l'abbaye, soit près de 20 ans après la pose de la première pierre, le pape Paul VI condamne une nouvelle fois le bombardement de 1944, symbole selon lui de la furie de la guerre, et entend faire de sa résurrection un symbole de paix pour toute l'Europe, dont Saint Benoît est proclamé le saint patron. Certains soldats du corps expéditionnaire français ont surnommé la bataille de Monte Cassino le Verdun de la Seconde Guerre mondiale.